On dit qu'une image vaut 1000 mots. Mais une de nos sources dit un truc encore plus fort. Une seule photo peut avoir plus de valeur qu'un rapport de 120 pages. C'est une idée qui donne un peu le vertige. Surtout quand on pense aux milliards de photos qu'on partage tous les jours sans trop réfléchir. Et c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher. Comment, à partir d'une photo qui a l'air de rien, postée sur Internet, des analystes peuvent tout remonter. Ah oui. Ils peuvent trouver où elle a été prise, mais aussi quand, avec une précision qui est assez bluffante. C'est un vrai travail d'enquêteur, un mélange de vieilles méthodes et d'outils numériques hyper puissants. Pour cette analyse, on a pas mal de documents. Des guides de la communauté du renseignement, des articles universitaires, des blogs de cybersécurité. Notre mission, en gros, c'est de comprendre cette puissance de l'analyse d'images et aussi de voir comment éviter de tout révéler sur nous-mêmes. Sans le vouloir, surtout. Exactement. Alors, commençons par les bases. Quand on parle de ça, on parle de quoi exactement? De GeoInt, c'est ça? C'est ça. L'art de faire parler les photos. C'est une très bonne façon de le résumer, oui. GeoInt, c'est pour Geospatial Intelligence, renseignement géospatial. D'accord. L'idée, c'est d'exploiter des images en les croisant avec des données géographiques pour en tirer une information. Il y a deux piliers. D'un côté, l'imagerie, donc les satellites, les photos aériennes ou même des photos prises au sol. Et de l'autre, les données géographiques. Ça peut être la position d'une base militaire, le tracé d'un pipeline ou même la propagation d'un virus. Quand tu dis ça, moi je pense tout de suite à des satellites, au numérique. Mais les documents parlent des guerres mondiales. C'était du GeoInt en biplan, c'est ça? C'est presque ça. En fait, le GeoInt, c'est l'héritier de l'IMINT, IMENT. Imagery Intelligence. Et oui, ça a commencé comme ça. Des pilotes qui prenaient des photos au-dessus des lignes ennemies. Mais l'âge d'or, le vrai, c'est la guerre froide. Ah, d'accord. Les États-Unis ont lancé le programme Corona, des satellites espions qui photographiaient l'URSS, la Chine. Et le plus fou, c'est que les pellicules photos étaient dans des capsules qui étaient éjectées depuis l'espace Non. et récupérées en plein vol par des avions. C'est un truc de film, ça. Complètement. Et le moment qui a vraiment tout changé, c'est la crise des missiles de Cuba, en 62. Oui. C'est un analyste, Dino Brugioni, qui, en regardant des photos aériennes, a repéré des formes bizarres sur le sol cubain. Des traces de pneus en étoile, des tentes alignées d'une certaine façon. Et c'était quoi? Il a reconnu la signature, des sites de lancement missiles nucléaires soviétiques. Un seul homme, avec des photos, a fourni la preuve qui a peut-être évité une guerre nucléaire. L'enjeu est juste colossal. D'ailleurs, dans les sources, il y a un exemple plus moderne qui décompose tout ce processus, moins dramatique heureusement, mais tout aussi bluffant. Oui, l'étude de cas sur le Square au Brussels Meeting Center. On a une photo d'un bâtiment moderne, très design, mais sans aucun indice évident. Pas de nom, pas de panneau, rien. La première idée, j'imagine, c'est la recherche d'images inversées sur Google. Exactement. On prend la photo, on la met dans Google Images ou Yandex, et on regarde s'il trouve la même. Et là, ça ne marche pas, bien sûr. Évidemment. Impasse totale. Ça ne donne rien. Mais c'est là que le vrai travail d'analyse commence. L'échec force à réfléchir. Qu'est-ce que je vois? De l'architecture moderne, du verre, des escaliers. On décrit l'image, en fait. Voilà. L'analyste a lancé une nouvelle recherche, mais avec des mots-clés. Et là, le moteur lui sort une image similaire, prise sous un autre angle, mais avec la même signature architecturale. Et c'est cette nouvelle photo qui a tout débloqué. C'était la clé, parce que cette deuxième photo, elle, avait une légende. Bruxelles. On est passé du monde entier à une seule ville. Et là, tout s'accélère. Recherche inversée sur cette nouvelle image, et bingo, le nom du bâtiment apparaît. Square. La dernière étape, c'est la confirmation sur place. Enfin, virtuellement. C'est ça. Pour être sûr à 100%, l'analyste utilise Google Earth Street View. Il se promène autour du bâtiment jusqu'à trouver l'angle exact de la photo de départ. Il compare les rambardes, les fenêtres, et là, plus de doute, c'est bien là. C'est fascinant de voir comment une impasse devient une piste. On a le lieu, mais le temps, ça me paraît presque magique. Comment on peut dater une photo à l'heure près? C'est pas de la magie, c'est de la trigonométrie. C'est ce qu'on appelle la chronolocalisation. Et tout repose sur les ombres. Les ombres. Oui. La position du soleil dans le ciel dépend de 3 choses. La latitude, la date et l'heure. Donc, si tu connais le lieu, la longueur et l'orientation de l'ombre d'un lampadaire te permettent de calculer le reste. Donc, si quelqu'un poste une photo en disant « Je suis à Paris à midi », mais que les ombres disent qu'il est 17 heures,
On sait qu'il y a un souci. Précisément. Et il y a des outils pour ça, comme suncalc.org. Tu entres un lieu, une date, une heure, et ça te montre la position exacte du soleil et des ombres. C'est un outil de vérification redoutable. D'accord, la boîte à outils est impressionnante. Mais avant d'utiliser les outils, il faut trouver les indices. J'ai noté que les analystes procèdent un peu comme des médecins légistes, couche par couche. C'est une très bonne analogie. D'abord, il y a la couche invisible, les métadonnées. Ah, les fameuses données EXIF. Exactement. Si elles sont là, c'est le jackpot. On y trouve les coordonnées GPS au mètre près, la date, l'heure, le modèle de l'appareil photo. Un outil comme ExifTool permet d'extraire tout ça. Mais on dit toujours que les réseaux sociaux comme Instagram effacent tout ça. C'est vrai, les grandes plateformes le font, mais c'est pas systématique. Si la photo est partagée par mail, sur Telegram, sur un forum, il y a de grandes chances que les métadonnées soient toujours là. D'accord, donc on ne peut jamais être sûr. Jamais. Et quand elles sont absentes, on passe à la deuxième couche, la couche visible. L'art de lire ce que tout le monde voit, sans le regarder. Et là, il y a une méthode? Toujours. On décompose. D'abord, le premier plan. On cherche les détails qui peuvent changer. Une plaque d'immatriculation, ça donne un pays, une région. La forme d'un panneau, la langue sur une enseigne. Des logos aussi, j'imagine. Oui, un logo sur un camion de livraison. Puis, on lève les yeux. L'arrière-plan. Les choses qui ne bougent pas. L'architecture d'un bâtiment, un clocher, un pont. Et dans la nature, la silhouette d'une chaîne de montagnes. Le fameux profil de la ligne de crête. C'est ça, c'est une signature visuelle presque unique. On peut la comparer à des bases de données topographiques. Ce qui est fou, c'est l'éventail d'outils. Ça va de la petite astuce de recherche Google à, à l'intelligence artificielle. Absolument. La petite astuce, c'est ce qu'on appelle le Google Dorking. C'est l'utilisation d'opérateurs de recherche avancés. Comme site, point ou file type. Voilà, pour forcer Google à trouver des choses très précises. Par exemple, si tu cherches site.défense.gouv.fr, filetype.pdf, rapport, tu ne trouveras que les PDF qui contiennent le mot rapport sur le site du ministère de la Défense. C'est hyper puissant. Et à l'autre bout, il y a l'IA. Oui, et ça change tout. Un outil comme Geospy AI, c'est juste hallucinant. Tu lui donnes une photo sans aucune info et il te donne une estimation de sa localisation. Mais comment il fait? L'IA a été entraînée sur des milliards d'images. Elle a appris à reconnaître des motifs que nous, on ne voit pas. La couleur de la terre, un type de végétation, un style architectural. C'est une analyse purement basée sur les pixels. Et à côté, tu as des plateformes hyper spécialisées comme Sentinel Playground pour l'imagerie satellite ou InVid pour l'analyse de vidéos. Honnêtement, c'est fascinant, mais c'est aussi un peu flippant. Cette capacité d'analyse, ça donne le vertige. Ce qui nous amène à la question. Comment on se protège de ça? Et les sources ont un mot pour ça. L'OPSEC. L'OPSEC, oui. Operational Security. Sécurité opérationnelle. C'est un processus qui vient du monde militaire. L'idée, c'est d'apprendre à se regarder soi-même avec les yeux d'un adversaire. D'accord. L'histoire de sa création est incroyable. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains ne comprenaient pas. Leur code était secret, mais l'ennemi semblait toujours savoir ce qu'ils allaient faire. Ils ont donc créé une équipe spéciale, surnommée Purple Dragon. Pour trouver la faille. Un traître? Ils ont cherché, oui, mais la conclusion était bien plus subtile et terrifiante. L'ennemi reconstituait leur plan, en assemblant des centaines de petites informations publiques. Anodine, j'imagine. Complètement. Un soldat qui écrit que le courrier est en retard. Ça suggère des problèmes logistiques. Un bon de commande pour un type de pneu. Ça révèle le terrain de la prochaine opération. L'annonce d'un concert pour les troupes. Ça confirme la présence d'une unité. Chaque info, seule, ne veut rien dire. Mais mise ensemble, ça dessine une carte. C'est le pouvoir de l'agrégation. Exactement. Et les sources décrivent un processus en 5 étapes pour appliquer cette logique. Qui peut s'appliquer à tout le monde. Tout à fait. Étape 1, identifier tes informations critiques. Qu'est-ce qui, si c'était connu, pourrait te nuire? Pour une entreprise, ce n'est pas qu'un brevet. Ça peut être le fait qu'une équipe travaille tard le soir. Pour un particulier, ses dates de vacances. Ensuite, étape 2, analyser les menaces. Qui pourrait vouloir cette information? Est-ce un concurrent? Un cambrioleur? Puis, étape 3, les vulnérabilités. C'est le comment. Comment l'info pourrait fuiter? Et là, on revient à nos photos. Un selfie où on voit un écran d'ordinateur dans le reflet des lunettes. Ou un tableau blanc en arrière-plan? Voilà. C'est là que ça se passe. La 4e étape, c'est l'évaluation du risque. Donc, pas de paranoïa, mais une hiérarchie. Précisément.
Quelle est la probabilité de la fuite et quel serait l'impact? Et enfin, étape 5, on applique des contre-mesures, des actions concrètes pour boucher les trous. Et justement, c'est quoi ces contre-mesures? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? La plus simple, penser avant de publier. Prendre 30 secondes pour regarder sa propre photo avec un œil critique. Qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan, sur le bureau? Hygiène numérique de base aussi. Bien sûr, désactiver la géolocalisation sur l'appareil photo du téléphone, utiliser des pseudos, des mails différents pour différents services, pour éviter ce recoupement. Le vrai danger, on l'a dit, c'est l'agrégation. Chaque petit poste est une pièce du puzzle. L'exemple le plus dingue, dans les sources, c'est l'expérience Robin Sage. Ah oui, cette histoire est incroyable. Des experts en sécurité ont créé un faux profil, Robin Sage, une jeune femme experte en cyber. En quelques semaines, elle s'est connectée avec des centaines de hauts responsables de la défense, du renseignement, et en assemblant les petits détails que ses amis partageaient, je pars en mission ici, fatigué de travailler sur ce projet, Ils ont pu reconstituer des informations sensibles. une quantité alarmante d'informations sensibles, oui. Donc même un simple j'en ai marre du boulot peut être une information en fait. Ça peut signaler une baisse de morale, un problème dans une équipe. C'est exactement ça. Ce qui ressort de tout ça, c'est une dualité assez forte. Les mêmes techniques qui permettent aux journalistes de prouver des crimes de guerre peuvent être retournées contre n'importe qui. C'est le cœur du sujet. Le but, c'est pas de devenir paranoïaque, mais de développer une lucidité numérique. L'OBSEC, c'est pas une checklist, c'est une culture, un état d'esprit. Apprendre à regarder notre propre empreinte numérique avec les yeux d'un analyste, c'est en train de devenir une compétence de base. Et pour finir, les sources ouvrent sur un futur qui s'annonce encore plus complexe. Oui, ça soulève une question vertigineuse. Une estimation d'un de nos documents suggère que d'ici 2026, les données synthétiques, donc les deepfakes, les images générées par IA, dépasseront en volume les données réelles utilisées pour entraîner les IA. Ce qui veut dire que... Ça veut dire qu'on se dirige vers un monde où le défi ne sera plus de trouver la vérité dans une image, mais de savoir si l'image elle-même est vraie. Et la question qu'on doit se poser, elle est immense. Comment est-ce qu'on construit la confiance dans un monde où voir ne suffira plus du tout à croire ?